Ok, merci. Alors, donc moi je vais vous parler de la prédiction de risque pour les maladies multifactorielles. Alors, pourquoi faire prédire les risques d'une maladie multifactorielle? C'est pour identifier les personnes qui sont le plus à risque et à ce moment-là leur proposer un suivi personnalisé, donc soit leur recommander des modifications de mode de vie, soit leur proposer des thérapies préventives ou préemptives. Donc c'est ça le but de la prédiction sur les maladies multifactorielles, et normalement on va donc drastiquement réduire les coûts pour l'assurance maladie, parce qu'on traite les gens avant qu'ils soient malades et avant qu'ils coûtent cher. Alors, comment on fait ça? Pour faire ça, on calcule un score à partir des données génétiques d'une personne, et ça, c'est basé donc sur les SNP qui ont été utilisés dans les GWAS. Et on appelle ce score le score de risque polygénique, alors, ou même le Genome Wide Polygenic Risk Score, GPS, et les gens trouvent ça très bien parce que ça aide à naviguer, enfin voilà. Donc c'est voilà ce que les gens calculent, enfin voilà le score. Alors il y a eu plusieurs papiers. Alors au début, ça a commencé assez vite. Dès qu'il y a eu des GWAS, des méthodes sont sorties pour calculer ces scores, plus ou moins sophistiquées. Elles s'améliorent d'année en année. Je vous ai mis quelques papiers. Donc ça a commencé dès le début des années 2000. Et puis il y en a encore qui sortent régulièrement. Là, il y a eu vraiment l'année dernière un papier, donc ce papier-là, qui est sorti dans Nature Genetics et qui a fait pas mal de bruit. Et donc des papiers sur les polygenic risk scores, enfin sur l'application des polygenic risk scores, il en sort énormément actuellement. Et c'est parce qu'il y a un peu la convergence de trois choses. Les études de GWAS utilisent des échantillons absolument gigantesques, jusqu'aux millions maintenant, et donc sortent plein de résultats. Donc c'est des méthodes de plus en plus sophistiquées, enfin plus ou moins sophistiquées, mais enfin des méthodes sortent régulièrement. En tout cas, des logiciels faciles d'utilisation sortent régulièrement. Et puis, il y a aussi l'arrivée donc de cette UK Biobank, entre autres, mais il y en a d'autres, qui sont donc ces cohortes gigantesques d'individus en bonne santé, d'individus en population, sur lesquels on peut voir apparaître les maladies. Donc ce n'est plus des échantillons cas contrôle, mais vraiment des informations en population, ce qui permet de tester et de valider ces polygenic risk scores. Donc tout ça fait que là actuellement il y a énormément d'études qui sortent et qui utilisent les polygenic risk scores. Alors autre chose, j'ai aussi mis 23andMe parce que des entreprises privées, donc celle-là, je ne sais pas si j'imagine que tout le monde connaît, c'est non. Ok. Donc en fait c'était à l'époque la femme de Sergey Brin, monsieur Google, qui a monté une entreprise pour proposer justement la prédiction de risque de différents traits, maladies multifactorielles, ou des traits, ils vous prédisent même si vous avez les cheveux frisés ou si vous avez les cheveux roux, enfin des choses comme ça. Évidemment, ça ne marche pas toujours, même pas du tout. Et puis aussi, il y a beaucoup des tests sur les origines, l'ancestralité, je ne sais pas comment on dit en français, les origines ethniques, les choses comme ça. Donc 23andMe a commencé aussi à proposer ces tests assez tôt, donc dès 2007, et je reviendrai sur eux un petit peu, mais la FDA américaine les a interdit justement à un moment qu'ils fassent ces tests pour la prédiction de traits médicaux, enfin et finalement maintenant c'est réautorisé. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui sortent un peu tout le temps sur les risques polygéniques. Et là, j'ai mis en bas également le fait que, par exemple, l'Institut Curie avait créé un
une collaboration avec cette société Predilaf, que moi je ne connais pas particulièrement, pour créer un nouveau test de prédiction MAMORISC du risque de cancer du sein qui intègre maintenant un score polygénique issu d'un test salivaire. Voilà. Donc ça arrive dans la vie de tous les jours des patients et des individus. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le score polygénique? Donc, c'est un score, je ne sais pas si on voit, si ça... Alors, c'est un score qui va sommer le score d'un certain nombre de SNP. Oups. Voilà. Le score qui va sommer donc le score de chaque SNP. Avec le score de chaque SNP qui est le produit entre le nombre d'allèles à risque de l'individu, donc ça c'est l'information qui est propre à l'individu, et puis donc là les bêtas, c'est un poids, et ce poids il est issu de toutes les études de GWAS. Mais ce bêta, c'est la force de l'association pour ce SNP seul, dans une étude de GWAS. Il n'a pas été mis dans tout ce modèle. C'est comme ça qu'ils ont été créés. Et on appelle donc cette force d'association, c'est l'effet du SNP. Voilà. Donc là, ok. Alors, je vais revenir un tout petit peu plus sur ce papier donc, qui est sorti l'été dernier et qui était donc un papier, le titre disait, donc voilà, c'est un polygenic risk score pour plein de maladies communes et qui permet d'identifier des gens qui ont un risque équivalent à des mutations monogéniques. Donc c'est-à-dire, pour les maladies monogéniques, on fait de la prédiction. Puisque maintenant on arrive à avoir des scores polygéniques qui sont aussi forts, eh ben on peut l'utiliser, c'est la conclusion de l'article, on peut l'utiliser dans la pratique clinique. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans ce papier? Il y avait 5 maladies multifactorielles. Dans ce papier, ça a un peu représenté tout ce qu'on savait faire. À l'époque, tout était state of the art, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était les derniers GWAS sur ces 5. Alors, les maladies multifactorielles, c'était insuffisance coronarienne, fibrillation auriculaire, diabète de type 2, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, cancer du sein. Donc, c'était les derniers GWAS qui étaient sortis avec des tailles d'échantillons gigantesques. Les SNP, c'était 6 millions de SNP. Donc, voilà. Donc, les informations des GWAS, c'était celles qui étaient les dernières sorties, et ils utilisaient la fameuse cohorte UK Biobank, dans laquelle il y a 500 000 personnes entre 40 et 69 ans, et ils calculaient donc les polygenic risk scores pour toutes ces maladies-là sur ces individus, et ils concluaient que donc ils avaient 20% de la population de UK Biobank qui avait un risque multiplié par 3 de développer au moins l'une des 5 maladies, et là vous avez la proportion pour chaque maladie, proportion d'individus qui étaient à ce risque élevé. Alors, je vais, dans la suite de la présentation, je vais revenir sur... en fait, je vais reprendre un petit peu les critiques qui ont été faites de cet article. Donc, il y a eu plein de réactions très positives, en disant que c'était un grand pas en avant. Et il y a eu des critiques que j'ai catégorisées en un peu critiques plus éthiques et des critiques méthodologiques. Je vais commencer par celles qui sont éthiques. Donc il y avait le fait que ces prédictions, la qualité de ces prédictions n'était pas équivalente selon l'origine des personnes. Il y avait certains soulevaient que si on commençait à faire du polygenic risk score, il y avait aussi des utilisations abusives de ces scores, comme par exemple pour l'intelligence. Et puis la complexité de communiquer aux individus ce qu'était un polygenic risk score. Voilà. Alors les critiques méthodologiques, il y avait des critiques sur les algorithmes, ça c'est vraiment des critiques un peu techniques. Bon, il y a des choses, c'est pas inintéressant quand même, mais c'est technique. Il y a certaines personnes qui soulèvent quand même que c'est purement une construction statistique et qu'il n'y a pas de compréhension de la biologie par derrière. On prédit quelque chose, mais on ne sait absolument pas ce qui se passe d'un point de vue biologique. C'est-à-dire que ce sont des SNP, c'est ce qu'Hervé disait tout à l'heure, ce sont des SNP qui sont associés, les GWAS pointent des SNP qui sont associés à la maladie,
mais ce n'est pas eux qui sont le facteur génétique qui sont causaux, quoi. Mais en tous les cas, dans les critiques méthodologiques, il y a très très rarement, il y a très peu de gens, beaucoup sont dans la salle, il y a très peu de gens qui soulèvent et qui critiquent les hypothèses du modèle polygénique, en tout cas. Alors, le manque de représentativité, ben oui, les GWAS, c'est 79% d'Européens, alors que dans les populations modèles, la population modèle, c'est 16%. Donc forcément, les poids, on sort des GWAS, les poids sont des choses qui sont plutôt sur les Européens, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. De toute façon, le problème est un peu plus profond, c'est-à-dire que même les puces de SNP, c'est-à-dire les puces de génotypage qu'on utilise, c'est des choses qui ont été développées beaucoup sur les humains, bien sûr. Oui, sur les Européens. Et que donc, ils capturent bien la variabilité génétique qu'on voit chez les Européens, mais pas forcément représentative de ce qui se passe ailleurs. Et donc, ce qu'on observe, c'est que forcément, la qualité de la prédiction, comparée à ce qu'on a dans une population européenne, eh ben, elle s'éloigne avec la divergence génétique entre les populations. Alors, il y a bien sûr les SNP ce qui fait cette différence, c'est que les SNP qui sortent associés dans les GWAS ne seraient pas forcément les mêmes d'une population à l'autre, en particulier parce que ce sont donc des SNP qui sont associés, donc qui sont en déséquilibre, enfin qui sont... Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais c'est le déséquilibre de liaison n'est pas forcément le même, l'association n'est pas forcément le même entre le variant causal et le SNP qu'on observe. Ça, c'est si le variant causal est le même d'une population à l'autre, mais le variant causal pourrait aussi être différent d'une population à l'autre. Alors, sur prédire l'intelligence, alors souvent ce qui est utilisé comme proxy, c'était le niveau d'éducation. Donc Hervé vous a cité le GWAS qui est sorti récemment. Et ce qu'il y a aussi, c'est que il y a des sociétés qui... alors ça, c'est une société Genomic Prediction. J'ai mis celle-là parce que donc ils proposent de faire de calculer des scores polygéniques même en anténatal. Donc on est des spécialistes de la prédiction chez l'adulte et maintenant on peut le faire chez l'embryon. Et j'ai mis ça parce que leur société est sortie sur le fait qu'ils proposaient, alors pas un test d'intelligence, tout à fait, ce n'est pas éthique, mais un test sur l'intellectual disability, où ils disent que c'est seulement les outliers, les choses les plus attrayantes. Ce que je veux dire, c'est que la machinerie, enfin tout est en place, et le premier qui va dégainer, ça va sortir. Donc est-ce que les sociétés savantes réagissent à ça ? Je ne vais pas passer trop de temps, juste dire qu'il y a eu l'American Society of Human Genetics, son président Neil Rich avait fait un discours présidentiel où il moquait ces calculs de score polygéniques pour l'intelligence, en appelant ça le PIS score, mais je laisse à Françoise vous expliquer ça plus en détail. Et cette année, en octobre, il y aura une session jointe de l'American Society of Human Genetics et de l'European Society of Human Genetics sur Potential Policy Implication of Genetic Research into Educational Attainment. Donc pareil, je crois que Françoise reviendra là-dessus. Ça peut être une session intéressante, mais quand on lit la description, il démarre déjà en disant que de toute façon, les polygenic research composed of common variants can explain 13% of the variance in educational attainment. Et il soulève la question de est-ce qu'on doit l'utiliser dans l'admission, dans le processus d'admission à l'école. Donc je ne sais pas très bien, ou même en anténatal, pour la sélection d'embryons anténatal. Donc je ne sais pas quelle va être la teneur de cette session.
Mais c'est pas quand je me suis posé la question quelle est la réaction des sociétés savantes, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Alors, pour l'information aux personnes, c'est vrai que donc voilà, le score de risque polygénique, c'est quand même, parce que l'idée c'est, on va dire à quelqu'un, vous avez un score de risque polygénique élevé, donc pour par exemple maladie cardiovasculaire, donc on va vous proposer peut-être un traitement médicament adapté, mais s'il n'a pas les autres facteurs de risque classiquement utilisés, ceux qui sont utilisés actuellement en clinique, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui propose, s'il n'a pas d'hypertension, s'il n'a pas de cholestérol. Enfin, ça reste quelque chose d'étonnant. Et inversement, quelqu'un qui pourrait avoir un score de risque faible, un score polygénique faible, mais les autres facteurs de risque, parce que du coup, on lui dit, on n'a pas besoin d'y faire attention. Enfin, voilà, c'est pas très clair. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se réfléchir. Et puis, c'est surtout quelqu'un qui n'est pas malade, on va lui proposer, enfin, le motif. Est-ce que juste le fait d'avoir un score de risque polygénique élevé va suffire à le motiver, changer son mode de vie, prendre des médicaments? Voilà. Bon. Alors pour l'algorithme de calcul, donc les nouvelles méthodes qui sortent ont tendance à proposer d'inclure tous les SNP du génome, avec c'est des calculs bayésiens, avec la prise en compte du déséquilibre de liaison entre les SNP pour en fait faire tous les SNP sont dans le modèle, certains ont des poids élevés, d'autres ont des poids faibles, mais ils sont tous là. Donc, quand on utilise ça en clinique, il y a deux choses. C'est d'abord, ça veut dire quoi? Enfin, qu'elle veut dire allèle à risque quand le poids est très petit? Parce que c'est vraiment un allèle à... Enfin, bon. Et est-ce que le fait d'avoir inclus les SNP qui ont des poids très très faibles, est-ce que ça change vraiment la prédiction de la personne? Enfin, quel est l'intérêt? Si ce n'est d'avoir l'impression de dire, maintenant, le score, comme il a plein de SNP, eh ben, il couvre beaucoup mieux votre génome. Et donc, il donne une information beaucoup plus complète sur votre génome. Donc, c'est mieux, il comprend mieux ce que vous êtes. Quelque chose comme ça, quoi. Ça laisse... il y a une espèce de quelque chose qui n'est pas dit, mais qui est, je pense... là-dedans. On a l'impression que l'information est plus solide, alors qu'on ne comprend absolument pas, on n'a pas plus compris quelle était la base génétique, par quoi ça passait, quoi, l'association de ces SNP. Et donc, juste une chose sur ces algorithmes aussi, qui est que chez 23andMe, par exemple, et d'autres, l'algorithme est propriétaire, c'est-à-dire que ça fait partie du secret industriel. On n'a pas accès exactement à comment l'algorithme fonctionne. Alors ça, la FDA, pour redonner l'autorisation à 23andMe de faire les tests de maladies multifactorielles, l'a obligé à donner un certain nombre d'informations. Et donc, ils ont déposé à la FDA les informations nécessaires pour reconstruire, en gros, on peut reconstruire l'algorithme avec ce qui est publié et tout ça. Mais sur leur site web, pour les consommateurs, les clients, il n'y a pas cette information aussi précise. En revanche, ils ont quand même fait un white paper, un document qui s'apparente à un article scientifique, et ils montrent comment leur algorithme fonctionne sur différents, sur les données sur leur base de données, quoi. Donc ils ont quand même fait des efforts pour communiquer, mais ça reste quelque chose, voilà, les algorithmes, il n'y a pas forcément accès. Alors, l'autre chose qui est donc c'est une représentation du fait que le SNP qui sont dans les GWAS, les SNP qui sont utilisés dans les scores de prédiction, ne sont pas le variant causal.
Donc ce serait le facteur génétique causal qui n'est pas observé, c'est lui qui a l'association directe sur le phénotype, sur la maladie. Mais ce qu'on observe, c'est quelque chose qui est en déséquilibre de liaison, qui est corrélé, qui est censé être dans le proche sur le génome du facteur génétique causal. Et c'est cette association-là qui est mesurée. Donc le poids qui est pris, c'est le poids qui est là. Et les allèles qui sont prises, c'est les allèles qui sont observés ici. Donc c'est quand même une information dégradée de ce qui peut se passer ici et pour lequel on n'a absolument aucune idée. Alors, donc les hypothèses qui sont sous-jacentes au calcul du polygénique risk score, c'est celle du modèle polygénique. Donc de nombreux facteurs génétiques à effet faible, pas de dominance, des effets additifs des allèles, un effet additif des facteurs génétiques, pas d'interaction entre les gènes, et puis l'environnement, l'interaction avec l'environnement, absolument pas pris en compte. Donc ça, c'est en général absolument pas discuté. Là, dans l'article récent sur le risque polygénique pour le cancer du sein, il y avait, par exemple, quand même, quand il décrivait le score de risque polygénique, le fait que previous analysis found no evidence for statistically significant interactions between SNPs, little evidence for departures from a log additive model for individual SNPs. Assuming this is true in general, the polygenic risk score summarizes efficiently the combined effect of SNPs on disease risk. Donc, quand on essaye, même ceux qui parlent d'avoir, enfin, qui font l'effort de quand même dire, voilà, on a quand même regardé un peu toutes ces hypothèses, à chaque fois, ça a été regardé à travers les SNP. Est-ce que l'information est suffisamment peu dégradée au niveau des SNP pour qu'on puisse voir ce qui se passe vraiment au niveau des facteurs génétiques causaux? Parce qu'en fait, le modèle de Fischer, il parle des facteurs génétiques causaux, pas le fait qu'on regarde cette information au niveau d'un SNP, deux allèles, voilà. Il n'y aurait pas de SNP protecteur aussi. Pourquoi? Ah, mais si, parce que le bêta, il peut avoir une valeur négative. Ouais, bon, le plus, c'est pas... On connaît les SNP c'est intégré dans le... C'est complémentaire d'être positivement associé ou négativement associé. Ouais, en fait, si vous avez un allèle qui est positivement associé, l'autre allèle est négatif. Ouais. Donc en fait, comme on parle... Ouais. En général, on cherche ce qui augmente... qui est augmenté dans l'échantillon d'atteint, chez les cas. Donc c'est vrai qu'on regarde. Moi, ça me paraît quand même très très compliqué de pouvoir dire qu'il n'y a pas d'association significative entre ceci. Quand on regarde des milliers de SNP, qui vont représenter des millions d'interactions. Ah oui, non mais il y a un vrai problème de puissance. Tester l'interaction, c'est un vrai problème de... Je propose qu'un ministère Juste, je voulais juste prendre un exemple simple, mais qui peut... Enfin, simple. En tous les cas, en un seul locus, dans la maladie cœliaque, ce qui se passe, la différence de ce qu'on voit si on regarde le SNP et si on connaît ce qui est le facteur génétique causal. Donc... la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, donc il est connu depuis 1989 qu'il y a une association avec le gène HLA, donc le gène de l'immunité, la reconnaissance du soi, du non-soi. Et l'association est avec un hétérodimère, c'est-à-dire que c'est une molécule qui est construite à partir de deux gènes du système HLA. Et donc c'est ce qui est représenté ici, ça c'est les deux gènes. Et ce qui est associé, c'est le fait d'avoir DQA5 et DQ2B. Et d'un point de vue, quand on regarde le génome,
ces deux gènes, enfin ces deux allèles peuvent être soit portés par le même chromosome, le même haplotype, ou alors par deux chromosomes haplotypes différents, donc soit venir du même parent, en gros, soit un a été transmis par la mère et l'autre par le père. C'est ce qu'on appelle cis et trans. Quand un GWAS avait été fait en 2007, dans cette région-là, il y avait une association avec un SNP, celui-ci, qui était, en fait, il se trouve qu'il est en fort déséquilibre de liaison, mais avec cet haplotype-là. C'est-à-dire qu'il capturait ça, mais il ne capturait pas ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on travaille au niveau des SNP, au lieu de travailler au niveau des gènes HLA, du facteur génétique causal, eh ben, la mesure de l'association, donc le poids du polygénic risk score, il est faux, il est diminué. On va mal classifier les individus, c'est-à-dire qu'eux, ils vont être à risque, mais eux, on va complètement passer à côté. Et on est passé à côté de l'interaction entre les deux gènes. Voilà. Donc c'est un exemple simple, mais si on cumule ça sur tout ce qu'il y a dans le score, voilà, c'est sûr que selon la maladie ou le trait qu'on étudie, l'architecture génétique n'est pas la même. Donc le problème est peut-être plus ou moins prégnant selon la maladie ou le trait. Bon voilà, donc pour conclure, les études d'association pangénomiques ont mis en évidence de nombreux SNP, mais sans comprendre leur fonctionnement exact. Ils passent par le modèle polygénique pour ça, et un certain nombre de personnes, peu de personnes, mais on commence à voir quand même un peu plus en plus de papiers, pour dire qu'il y a besoin de mieux comprendre ce qui se passe avant de commencer, en tous les cas pour prédire, c'est sûr, les maladies multifactorielles. Et pour finir, puisque ça c'est quelque chose qu'on voit souvent comme citation, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles, pour justifier le fait qu'il faut utiliser, on est obligé de passer par des modèles pour pouvoir faire quelque chose, mais on a rarement la deuxième partie de la phrase, qui est cependant le fait que le modèle est une approximation, doit être gardé à l'esprit, et ça actuellement en génétique humaine, il y a très très peu de gens qui l'ont à l'esprit, quoi. Voilà.